qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée, ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays? Donc là, vous avez le résultat d'une expérience grandeur nature qui a été faite par la planète, consistant à réchauffer le climat de 4 degrés en 10 000 ans. Et vous voyez le genre de transformation de l'environnement que ça provoque. Alors maintenant, j'ai une très bonne nouvelle pour notre amie chercheuse sur les mécanismes de résolution de conflits. Elle va avoir énormément de boulot si on s'amuse à faire la même expérience en un siècle. Si on s'amuse à faire la même expérience en un siècle, je peux vous donner le résultat, ça sera la guerre partout. Ça sera la guerre partout parce que l'effondrement des conditions stables pour 8 milliards d'individus sédentaires ira considérablement plus vite que notre capacité à gérer ça dans la joie et la bonne humeur. Considérablement plus vite. Il va y avoir une tension croissante absolument partout, une compétition croissante pour les ressources résiduelles absolument partout, et en gros, ça va être le chaos. Alors on peut rentrer dans le détail pour savoir quelles sont les conséquences. En fait, je ne le ferai pas parce que je n'ai pas le temps. Et de toute façon, je ne le ferai pas pour une autre raison, parce que comme nous sommes en train de faire une expérience pour la première fois, on peut avoir des grandes tendances, mais avoir une liste précise de ce qui peut se passer, personne n'en sait rien. On peut avoir des grandes tendances, mais on n'aura jamais une liste précise. Et ça veut dire qu'à partir de maintenant, nous allons devoir apprendre à naviguer dans le brouillard, ce qui est extrêmement désagréable, et nous allons devoir apprendre, en Suisse comme en France, à adapter nos systèmes pour qu'ils soient moins performants dans la fourchette étroite de conditions favorables que nous avons connues depuis quelques siècles, mais beaucoup plus résilients en cas de conditions adverses qui ne vont pas tarder à survenir de façon croissante. Vous savez que notre président, il n'y a pas très longtemps, pour ses vœux, il a dit « Qui aurait pu prédire le changement climatique ?» Ça a fait un peu gloser chez nous. J'espère que vous ne lui jetterez pas des tomates pourries quand il viendra dans 2 jours pour autant. Voilà. Alors moi, je vais vous faire 3 qui auraient pu prédire, qui sont des vrais qui auraient pu prédire, parce que je pense que pas grand monde dans cette salle y aurait pensé il y a quelques années. Qui aurait pu prédire que le trafic du canal de Panama allait devoir être divisé par 2, parce que la sécheresse au-dessus de l'Amérique centrale empêche le remplissage du lac Gatun, dont est tirée l'eau douce qui permet de faire les éclusages? Ben, pas moi. Je n'aurais pas pensé spontanément. Je pensais aux sécheresses à l'époque. Je penserais sécheresse, culture, récolte, mauvaise mets, etc. Jamais j'aurais pensé que ça allait enquiquiner une partie du trafic maritime mondial. Jamais. Qui aurait pu prédire qu'il allait y avoir des vols de branches d'oliviers avec des olives dessus en Espagne et en Grèce à cause du réchauffement climatique? Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité agricole de l'Espagne cette année, mais enfin, à cause de la sécheresse extrêmement violente qu'ils ont connue, la récolte d'olives a été divisée par 2. Or, il se trouve que l'Espagne fournit de mémoire la moitié des olives, de l'huile d'olive dans le monde, de telle sorte que le prix des olives a explosé, et maintenant, il y a des gens qui déboulent avec des tronçonneuses dans les champs d'oliviers pour embarquer des branches avec des olives. Qui aurait pu prédire un truc comme ça? Pas moi. Qui aurait pu prédire qu'Acapulco allait être victime d'un ouragan qui, 12 heures avant, était une simple tempête tropicale? En 12 heures, l'ouragan est passé au stade de force 5, enfin d'ouragan de force 5. C'est du quasiment jamais vu. Alors, on sait, quand on lit les rapports du GIEC, excellente institution qui a son siège pas loin d'ici, que l'intensification des ouragans est une conséquence attendue du réchauffement climatique. À ce point-là, moi, je n'aurais pas imaginé. Qui aurait pu prédire qu'en août 2022, les guides allaient refuser d'emmener leurs clients sur le Cervin? Pourquoi est-ce qu'ils ont refusé? Parce que le Cervin, comme toutes les montagnes de haute altitude, c'est du pergélisol, donc c'est du sol qui est gelé en permanence. S'il fait trop chaud, et l'été 2022, il a fait chaud, de mémoire, l'isotherme zéro est resté au-dessus de 4000 pendant un certain nombre de jours, voire de semaines. Et à ce moment, le pergélisol commence à dégeler et vous vous prenez des parpaings sur la figure en permanence si vous essayez de monter sur le Cervin. Et les Suisses ont dit, ben non, pas cette année. Cette année, on n'ira pas. Alors, pour le moment, ça ne concerne que les guides suisses qui ne veulent pas aller sur le Cervin, mais peut-être qu'un jour, ça concernera les ancrages des remontées mécaniques de Zermatt, par exemple. Ou, il n'y a pas de raison que je ne tape que sur les Suisses, ceux de l'aiguille du Midi, en France. Hein. Voilà. Alors bon, vous allez me dire, ça c'est anecdotique face au fait qu'on meurt de faim, et je suis bien d'accord avec vous.
Alors, qu'est-ce qui se passe si on ne veut pas jouer à l'expérience de manière trop violente? Vous avez ici le cahier des charges de la lutte contre le changement climatique. Ce cahier des charges, il est exprimé de la manière suivante. Sur l'axe horizontal de ce graphique, vous avez la quantité totale de CO2 que les êtres humains mettent dans l'atmosphère. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse juste à la quantité totale? Parce que le CO2 est une espèce chimiquement stable, le dioxyde de carbone, comme tous les oxydes, est une espèce chimiquement stable, et une fois qu'il rentre dans l'atmosphère, tant qu'il n'est pas au contact du sol, il n'a pas de processus d'épuration. Il reste là aussi longtemps qu'il veut, tant qu'il ne revient pas au contact du sol. Il ne peut s'épurer que par deux mécanismes, un qui est physique, c'est un équilibrage de pression partielle entre l'atmosphère et l'océan, donc ça donne lieu à de la dissolution dans l'océan, tant qu'il y a plus de place dans l'océan pour mettre du CO2 que dans l'atmosphère. Et un deuxième processus qui est photochimique, c'est la photosynthèse. Pour ça, il faut un photon, le fameux photon, qui vont fournir l'énergie nécessaire à la dissociation de la liaison CO. Sans le photon, il n'y a pas de dissociation, donc tous ceux d'entre vous qui ont essayé de faire pousser des plantes que je ne nommerai pas dans un placard sans lumière, ça ne marche pas. Donc ce que vous voyez là, c'est juste donc, ce qui va compter pour le changement climatique, c'est la quantité totale de CO2 qu'on va mettre dans l'atmosphère d'ici à 2100 pour l'élévation de température en 2100. Alors à date, à fin 2022, l'humanité a mis 2400 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère en contrepartie de cette orgie fossile que nous avons connue jusqu'à maintenant. Et ça a réchauffé la température planétaire de 1,2 degré. Donc à 1,2 degré, effectivement, vous perdez 5 à 6% de la masse glaciaire un bon été. Ça va continuer. Vous savez probablement que la quasi-totalité des glaciers auront disparu des Alpes en 2100, ce qui va évidemment modifier les débits des fleuves à l'aval. Donc ça va vous enquiquiner un peu. Alors pas vous, il y a longtemps que vous ne serez plus élu. Et moi, il y a longtemps que je ne serai plus consultant. Mais quelques personnes quand même. Ça va poser des problèmes pour l'irrigation, ça va poser des problèmes pour la navigation, ça va poser tout un tas de problèmes un peu sympathiques. 1,2 degré, 15% des coraux tropicaux sont déjà morts. 1,2 degré, vous avez déjà les épicéas de plaine qui sont condamnés en France. 1,2, voilà, donc vous allez me dire, vous vous en foutez, ils sont en altitude, mais quand même. Voilà, donc il y a quand même un certain nombre de choses qu'on voit déjà. 1,2 degré, la moitié de la récolte d'olives part en fumée, c'est le cas de le dire, en Espagne. 1,2 degré, vous avez la récolte céréalière espagnole qui va également perdre plus de la moitié. 1,2 degré, vous avez le canal de Panama qui s'assèche, etc. C'est juste 1,2 degré. Si on veut se limiter à 1,5, alors il faut limiter les émissions planétaires à 3000. Et encore, il y a des articles scientifiques récents qui suggèrent que ce n'est pas 3000 mais 2700. Et à ce moment, ça veut dire que nous avons encore le droit d'émettre d'ici à 2100 600 milliards de tonnes pour faire de la recherche en physique quantique, du conseil en réduction des émissions de CO2, de l'enseignement à l'Université de Genève, de la culture de carottes, des combats de rennes dans le Valais, etc. Tout ça, 600 milliards de tonnes de CO2 d'ici à 2100. Oui, parce que les rennes, on les monte en camion, hein, comme vous le savez probablement, pour partie. Ça veut dire que d'ici à 2100, l'humanité a encore le droit d'émettre 600 milliards de tonnes, c'est 2400 qui ont déjà été émises, hein, c'est-à-dire le quart de ce qui a été émis pendant le siècle qui vient de s'écouler, avec une humanité qui était en moyenne 2 à 3 fois moins nombreuse. Ça veut dire qu'un bébé qui naît aujourd'hui, si on veut tenir les 1,5 degrés, son budget carbone d'ici à ce qu'il meure, dans 80 ans, allez, dans 77, mais enfin je vous le fais à 80, eh bien, doit être le 10e du budget carbone de ses grands-parents, qui sont morts aujourd'hui à 80 ans. C'est ça que ça veut dire. Et comme vous avez compris que les combustibles fossiles, c'est l'abondance des machines, et c'est l'abondance des objets, donc c'est notre pouvoir d'achat, ça revient à dire que d'accepter les 1,5 degrés, ça revient à dire que la génération qui naît aujourd'hui accepte sur sa vie d'avoir un pouvoir d'achat qui se balade entre le 8e et le 10e. Le 8e avec le nucléaire, le 10e... Non, pardon, je vous taquine. Je vous taquine, mais c'est à peu près ça l'équation. C'est à peu près ça l'équation. De celui de ses grands-parents. Voilà, c'est ça les 1,5 degrés. Alors vous comprenez maintenant qu'il y a un certain nombre de gens qui traînent les pieds. Ils ne le formalisent pas comme ça, mais intuitivement, ils l'ont très bien compris. 2 degrés, on est large, comme dirait Foresti. On a encore droit à 1200 milliards de tonnes pour arriver à 3600, et donc mon bébé a droit au 5e du pouvoir d'achat de ses grands-parents. C'est quand même vachement mieux. Et si on met un Suisse et un habitant du Togo, et un Français, et un habitant de Mongolie, et un Brésilien sur un plan d'égalité, pour un bébé qui naît aujourd'hui en Suisse,
À 2 degrés, ce n'est pas le 5e, c'est plutôt le 20e. Bah oui, on est égalitaire ou on ne l'est pas.